C'est bon. Alors, l'ordi, il est là. Ouais. Je ne sais pas si c'est la bonne interface, mais bon. Le câble, il est là. Ah oui, ramène la table. Ça va? Ouais, ça va aller, là. Ouais. Ouais, ça va aller. Fais-moi la power. Vas-y, occupe-toi du reste. Allô, allô, oui, c'est bon. Ok. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Georges est le président de l'association Arbre, Bah, qui s'occupe sinon, des arbres remarquables. Et il va nous faire sa conférence sur les arbres et les traditions. attends, parce que j'ai Tu mets la clé là? D'accord. Non, mais attends, il est en train de démarrer. Non, c'est parce qu'il a touché le bouton. Bon, la suite du programme de la journée. Donc, après Georges, nous aurons Marc-Olivier, qui est ethnobotaniste et qui vit une bonne partie de l'année au Burkina Faso et qui va nous parler des chasseurs d'oiseaux du Burkina Faso. Ensuite, nous aurons Lukman Savadogo, qui est le fils de Yacouba Savadogo, qui a reverdi le désert au Burkina. À savoir qu'il a utilisé des techniques qu'il nous expliquera, qui s'appellent la technique Zai. Voilà. Et cet après-midi, nous aurons la marraine du forum, Virginie Lacchio, puis Patrice Zerbeau, Lassina Sanou, et pour terminer, Geneviève Michon, avant la table ronde quotidienne. Voilà. Les stands, vous avez des stands associatifs sur la terrasse du restaurant du musée de l'eau toute la journée, et également au-dessus de la salle de restaurant du musée de l'eau. Hier, il y avait. Sur les stands, vous trouverez donc les associations qui sont partenaires et des produits, essentiellement des produits du Burkina. Donc des savons à base de beurre de karité, du beurre de karité, du baume à la consoude au beurre de karité, du bokashi ou des récipients à bokashi. Ça, c'est les engivaneurs qui sont dans le Vercors, effectivement. Ils sont à Engins. En fait, ils récupèrent les déchets alimentaires des restaurants, des cantines, etc. pour faire du bokashi. Ils compostent tout ça. C'est bon, Georges? C'est bon. Mais le son Oui, c'est bon. et l'image. L'image va arriver, le temps que Sylvain arrive jusque là-bas. Ah. Un souci? Pardon? Le sac, il est là. Ramène-le là-bas, le sac. C'est bon. Qu'est-ce qui manque? Ah, la télécommande. D'accord. Si tu peux envoyer la... Ok. Ah bah ça va être bon. Ça va La arriver. première image. Voilà. Ah ben. Bon, bonjour, rebonjour à ceux que j'ai vus hier, soit dans l'après-midi, soit le soir avec le film, soit pour la première fois aujourd'hui. Donc je me représente.
Je suis là au titre de l'association Arbre qui a pour vocation de faire connaître et préserver les arbres les plus remarquables en France. Bon, j'ai la chance d'être le président de cette association et surtout d'avoir parcouru pas mal la France. Alors ce matin, ça va être très particulier. Hier, on a parlé plus généralement de la protection des arbres. Aujourd'hui, dans la lignée de ce que vous venez d'entendre, mais sans doute en plus modeste, parce qu'on a moins de contes et d'histoires peut-être avec les arbres qu'au Burkina. C'est tout à fait possible. Mais on va essayer d'être concurrentiel. Et pour le plaisir, pour bien se réveiller ce matin, je vais vous raconter des histoires d'arbres. Alors n'attendez pas que je prenne ce matin la défense de tous les arbres de France, d'empêcher qu'on les coupe, etc. C'est une de mes fonctions, une de mes actions, mais là ce matin c'est vraiment cool pour le plaisir, pour se réveiller en douceur, dans la lignée de ce que j'espère de ce que vous venez d'entendre, qui était bien plaisant et bien agréable. Je vous rappelle en 2 mots, je l'ai fait hier, ce qu'on appelle un arbre remarquable. Moi j'y mets 4 ou 5 catégories des arbres. Alors, si on prend, celui-là, je l'ai montré hier, le chêne d'Allouville en Normandie, des arbres très vieux, âge estimé autour de 1200-1300 ans. Arbres très gros. Alors, là, il y a des gens hier qui m'ont dit il faut que je vous envoie quelque chose. J'ai dit bon, très bien, vous, par mail, n'hésitez pas à nous faire connaître des arbres, notamment dans la région, d'ailleurs, quelqu'un a proposé. En principe, on prend à 1,30 m du sol la circonférence de l'arbre. Et la circonférence est beaucoup plus parlante que la hauteur. Spontanément, le grand public va dire « Ah, il est très haut », etc. Mais nous, on regarde plutôt le tour de taille, qui raconte plus que la hauteur de l'arbre, parce qu'il y a des arbres qui poussent très très vite, et donc ça ne donne pas d'indication très précieuse. Un mot sur les records. Il y a des gens qui aiment bien les records. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Vous voyez qu'un arbre fasse 1 cm de plus qu'un autre. Alors, dans un tableau, il va apparaître avant, ça va être extraordinaire. Mais bon, franchement, 1 cm de plus, je ne trouve pas ça passionnant. Mais ça se fait. Au niveau de l'association, on travaille plus sur les histoires que racontent les arbres, et vous allez voir, ces arbres sont très liés aux hommes. D'ailleurs, c'est le titre de ce que vous avez organisé, donc on tombe bien. Là, on va voir que des arbres de notre pays, hein, de France. Donc très vieux, très gros, celui-là, quand on mesure sa circonférence, 1,30 m, c'est quasiment impossible avec les escaliers en bois et tout, c'est impossible à mesurer, mais il ferait autour de 13-14 mètres de circonférence, ça commence à faire beaucoup, hein. Troisième élément, est-ce que ces arbres ont une histoire ou une légende? Et puis moi j'ajoute toujours, on l'a vu, il y en a qui étaient là pour le film hier soir, la notion du coup de cœur, c'est-à-dire vous avez un arbre sur lequel vous tombez dans la campagne en vous baladant, et puis celui-là vous attire plus qu'un autre. Donc c'est votre arbre remarquable, pour une raison très simple, c'est que vous l'avez remarqué. C'est ça que ça veut dire remarquable. C'est aussi simple que ça. Après, on fait des catégories. Il y a des arbres remarquables au niveau national. Alors ceux-là, on leur attribue un label arbre remarquable de France. Et là, aujourd'hui, dans le temps qui vient, on va s'attacher aux histoires et aux légendes. Vous allez voir que l'histoire peut devenir rapidement légende. Ça peut être des histoires vraies, probablement, pour certains d'entre eux, et ça devient une légende. Et moi, en les racontant, vous savez comment ça fait, quand on raconte une histoire, on la transforme un petit peu. Donc, je les transforme un petit peu, sans le vouloir, et les générations suivantes, l'histoire aura changé, parce que la légende aura un petit peu changé à la manière de raconter, tout simplement. Non pas qu'on ait des éléments nouveaux, vous voyez, une légende, il n'y a pas d'éléments nouveaux, mais c'est à la façon de raconter qu'on transforme. Alors, prenons l'histoire pour le chêne d'Allouville. Le chêne d'Allouville, depuis le XVIIIe siècle, il contient des chapelles.
il y a un trou en bas de l'arbre, on peut rentrer dedans. D'ailleurs, tous les gens qui viennent se font ce plaisir, rentrent à l'intérieur et vont voir la première chapelle. Après, ils prennent l'escalier et ils montent au premier étage de l'arbre. Et au premier étage, il y a une autre chapelle qui est perchée au-dessus de la précédente. Donc, d'ailleurs, il s'appelle le chêne chapelle d'Allouville, mais chapelle S. Si vous regardez sur Internet, vous verrez chêne chapelle avec un S. Quelle est une des histoires qu'il y a à propos de cet arbre? Elles sont très nombreuses. L'arbre est devenu, à l'approche de la Révolution française, une église, un élément religieux. Or, les troupes révolutionnaires approchent de Normandie et ceux qui aiment bien l'arbre s'inquiètent. Alors, voilà ma dimension légende, moi, ce que j'ajoute. Je vais imaginer qu'il ne soit pas complètement contre-révolutionnaire, mais le bedeau du village, c'est l'instituteur, plutôt laïque, mais il veut défendre son arbre. Et il se dit, oh là là, les révolutionnaires arrivent, ils vont, vous doutez ce qu'il peut imaginer, ils vont me faire brûler mon arbre à coup sûr, avec ces chapelles, l'arbre va y passer, il y a bien un idiot, ce sera bien il faut dire les choses, qui va aller faire brûler l'arbre parce qu'il y a des chapelles à l'intérieur. Alors il s'appelait Monsieur Bonheur en plus. Donc ça, c'est de l'histoire. Monsieur Bonheur a vraiment existé et c'était le bedeau du village. Et l'instituteur en même temps. Il lui passe une idée par la tête, il prend un morceau de bois qu'il a ramassé au Burkina Faso sûrement, et il grave en vitesse un truc dans le bois. Et il écrit « Temple de la raison ». Temple de la raison. Et il cloue ça sur l'arbre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'arbre est encore là. Voilà. Apparemment, ce n'est pas si vieux que ça, c'est 200 et quelques années, donc l'histoire doit être vraie. Elle évolue, elle se transforme. Après, on peut s'amuser à broder là-dessus. Moi, après, ce que je vais dire là, c'est moi qui le rajoute, mais pour s'amuser. Quelqu'un lui dit « Mais si jamais il y a la contre-révolution, qu'est-ce que tu fais? Parce que alors là, ce serait bien que ce soit une église. » Il ajoute « Oh ben ça fait rien, j'ajouterai un O devant raison, temple d'oraison. » Mais c'est pas vrai, ça c'est moi qui rajoute. Voilà comment on fait naître une légende supplémentaire. Peut-être que quelqu'un aura retenu ce truc-là et le répétera comme une légende. C'est comme ça qu'on passe de l'histoire à la légende. Je vous en raconte, puisqu'on en est à raconter des histoires, une autre, je ne crois pas que je l'ai en photo, une autre histoire avec les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Quand on est dans le sud-Bretagne et en Vendée, vous savez que la contre-révolution française était très puissante avec les Chouans qui ont lutté pour combattre la Révolution française. Et les curés qui étaient du côté contre-révolutionnaire, on les appelait les curés réfractaires à la Révolution. Près de la forêt de Brocéliande, qui s'appelle maintenant, il y en a peut-être qui la connaissent, la forêt de Pimpon, c'est plus joli, Brocéliande. On dit Pimpon, la plupart des gens ne connaissent pas, on dit Brocéliande, tous les Français connaissent. Donc au cœur de la Bretagne, il y a un très gros chêne qui n'a pas d'escalier, mais qui est creux. Et le curé en question, il s'appelle Monsieur Guillotin, rien à voir avec la guillotine, mais bon, son nom c'est Guillotin. Et Guillotin, lui, il est poursuivi par les troupes révolutionnaires. Et alors, je vais faire comme notre ami qui partait, qui disait, je vais ici, notre ami du Burkina, on va faire pareil. Il se dit, où est-ce que je vais me cacher pour ne pas être attrapé par les méchants, entre guillemets, révolutionnaires? Je ne suis pas contre la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité, c'est quand même pas mal. Mais dans les histoires, il y a ça. Et donc, il cherche, il dit, je vais me cacher dans l'église. Ah ben non, surtout pas, c'est pas le bon endroit. Je vais aller dans la forêt de Brocéliande. Non, mais c'est sûr, ils vont me chercher là-bas. Dans la grange, là, non, c'est pas bon, ils vont me trouver à coup sûr. Et il pense, il dit, il y a le vieil arbre, le chêne, le vieux chêne, qui a maintenant 800 à 900 ans. Donc, il avait probablement 700 ans à peu près. Et il était déjà complètement creux. Je vais me cacher à l'intérieur du gros chêne.
Ça, c'est l'histoire. Elle est probablement vraie. Il va à l'intérieur du gros chêne, qui est toujours creux aujourd'hui. On a plus de mal à rentrer dedans aujourd'hui, parce que l'arbre se referme petit à petit. Et il se met dedans. L'histoire s'arrête là, et après, on passe à la légende. La légende, c'est celle-ci. C'est qu'il voit une petite araignée, et il passe un pacte avec elle. Il lui dit, si tu tisses ta toile devant le trou derrière lequel je suis caché, je m'engage à venir te donner une petite mouche tous les jours du reste de ma vie. Vous comprenez l'idée, parce que si les troupes révolutionnaires arrivent et qu'ils voient une toile d'araignée, comme souvent ce sont des gars de la campagne, ils savent qu'il n'y a personne dedans, la toile d'araignée serait déchirée. Et le chêne guillotin est toujours là, le curé n'est plus là, mais il a vécu. Il n'a pas été trouvé et il a vécu tout le reste de sa vie. Et dans la légende, on raconte qu'il était devenu complètement fou et que le curé guillotin allait tous les jours donner une petite mouche, à l'araignée en question. Alors, on a remis ça c'est la légende, on a remis notre label Arbre remarquable de France à monsieur le maire de la commune, ça s'appelle Concoret, à proximité de la forêt de Brocéliande. Et le maire a fait évoluer l'histoire par rapport à ce que je connaissais. Il m'a dit deux choses. Un, on est à peu près sûr aujourd'hui que dans la légende, la petite araignée, c'est le symbole de la sainte du village. Donc ce serait la sainte qui se serait déguisée en araignée qui aurait protégé le curé. Et il m'a dit un deuxième truc qui est assez amusant, mais on est à peu près sûr aujourd'hui que le curé guillotin, il n'était pas caché dans ce chêne que vous voyez là, mais dans un autre qui était à 300 mètres de là. Et donc cet arbre qui a récupéré le symbole n'est pas celui dans lequel il était caché. Donc voilà comment les histoires continuent à évoluer. Et puis, on va voir de multiples exemples. Alors ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que des traditions qui paraissent, je dirais, du Moyen-Âge ou très très anciennes, continuent encore aujourd'hui. Vous allez en voir des exemples. Ici on est au niveau, des traditions campagnardes. Ça sont des curiosités photographiées récemment. On appelle ça les pins de Boulange. Pins, Boulange comme le boulanger, mais pins, P-I-N, les arbres. Là, on est dans le domaine d'une pratique campagnarde où, pendant des siècles, les bûcherons, alors on est dans notre pays, on est dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire, c'est-à-dire les monts du Forez et le Velay, autour du Puy-en-Velay. Qu'est-ce qui se passait? Les bûcherons venaient et tous les 2-3 ans coupaient les pins. Et les pins ont biologiquement, par rapport aux autres conifères, une possibilité que ne vont pas avoir ou peu les sapins ou les épicéas. Ils peuvent se ramifier à partir des bourgeons, ceux qui étaient là hier, que j'ai appelés des suppléants. Ils ont des bourgeons qui redémarrent comme ça. Ce qui fait que vous avez du bois tous les 2-3 ans, facile d'accès. Donc il est coupé à cette hauteur-là, pas besoin de grimper sur des échelles. En les coupant, les arbres se ramifiaient, ils récupéraient le bois et c'était vendu, cette fois-ci, pour le pain PAIN, pour les fours à pain, tout simplement. Alors on appelle ça, cette tradition-là, les pains de Boulange. Ça ne se fait plus. Par contre, l'ONF a préservé certains espaces pour qu'on puisse continuer à voir ces pains de Boulange qui deviennent très insolites. Alors vous imaginez l'intérêt du point de vue des traditions campagnardes, rurales, et puis pour les enfants, par exemple, il y a beaucoup de professeurs des écoles qui amènent les élèves et puis ils leur disent « Allez-y, imaginez des histoires » parce que ces arbres sont fantomatiques, sont assez extraordinaires. Donc c'est l'objet de beaucoup d'histoires inventées complètement par les enfants.
Ici, encore une tradition campagnarde. Là, il se trouve que le chêne en question, il pousse sur un rocher quelque part en Bretagne, non, dans les Deux-Sèvres, pardon, dans les Deux-Sèvres, en Poitou, grosso modo. Et c'est un hasard que cet arbre qui pousse là, mais la forme est assez étonnante. Si on le laissait pousser, le chêne partirait dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qu'on voit à 100 mètres à côté, encore aujourd'hui? Des tas de bois, des rondins de bois, c'est-à-dire que ces arbres continuent à être exploités. C'est ce qu'on appelle, on l'a cité hier, les trognes, des arbres qu'on coupe tous les 3 ou 4 ans pour récupérer du petit bois, soit pour l'utiliser comme bois de chauffage, pour faire des outils. Les campagnes françaises avaient partout des trognes, ce qu'on appelle aussi, certains connaissent le nom, des arbres têtards, des arbres à grosse tête, têtards, ça vient de là, qui faisaient qu'on exploitait ces arbres. Alors il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'on fait souffrir les arbres comme ça et qu'on raccourcit leur durée de vie. Mon expérience, c'est que c'est l'inverse. Alors qu'ils souffrent, ça je ne saurais pas le dire, c'était un des débats d'hier, est-ce qu'il y a une souffrance des arbres, je ne sais pas. Par contre, est-ce que ça les fait vivre plus longtemps? C'est sûr que des arbres de petite taille comme ça, coupés tous les 3 ou 4 ans, vivent beaucoup plus longtemps, parce qu'il y a longtemps qu'ils auraient été coupés et qu'ils auraient disparu s'ils n'avaient pas été exploités sous la forme de trogne. J'ai vu, là, je disais hier, il y a un livre sur les trognes qui permet de les découvrir. Trogne, la grosse tête, l'arbre têtard. C'était tellement important que le spécialiste en France, qui s'appelle Dominique Mention, a relevé 300 noms différents de vocabulaire pour désigner les arbres têtards. 300 noms communs. Les trognes, les têtards, les queules, les ragos. Il y a énormément de noms partout à travers la France. C'était où que vous alliez en France, si vous regardez un peu, vous verrez des arbres têtards. Dans des endroits un peu humides, il y en a ici, quand on voit dans les prairies humides, ici, on voit des saules têtards notamment, les frênes têtards vers le marais poitevin. Parfois les chênes, c'est assez rare que ce soit des chênes, mais c'est plutôt les frênes ou les saules, ce qu'on appelle les arbres têtards, donc coupés en moyenne tous les 3 ans. Quand on oublie un arbre têtard, eh bien, vous vous doutez de ce qui se passe. Vous avez tous vu un jour un arbre avec le tronc, une grosse tête, et puis ça pousse vers le haut. C'est simplement qu'il n'est plus entretenu. Alors, j'ai toujours quelqu'un près de moi, mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne l'exploitent pas? Et alors, moi, à chaque fois, je dis, mais qui c'est il? Il faut qu'il y ait des paysans pour ça. Et vous savez qu'on a le nombre de paysans en France a été divisé par 10 en quelques années, quoi, pratiquement. Donc, il faut qu'il y ait un propriétaire qui continue à exploiter ces arbres dans cette tradition. Évidemment, un petit mot sur les alignements d'arbres ici en bordure du canal du Midi. Le plus souvent, d'ailleurs, oui, c'est le cas ici, le plus souvent, ce sont des platanes. Cette tradition des alignements de bord de canal, de bord de route, etc., elle connaît des difficultés aujourd'hui pour 2 raisons. Un, les textes de loi. Je l'ai dit hier, la loi française protège les alignements d'arbres, mais comme on l'a dit, il y a tellement de dérogations qu'il y a toujours une solution pour contourner le texte qui préserve ces alignements. Vous avez entendu parler des alignements de bord de route. Vous savez, ce sont les arbres qui attaquent les motards ou les automobilistes la nuit. Il y a toujours quelqu'un pour dire « mais il faut couper tout parce qu'il y a eu des accidents ». Alors moi, ma réponse est à l'heure où toutes les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour qu'on roule à 30, pour qu'on ne roule pas vite, pour qu'il y ait moins d'accidents, etc. Les arbres d'alignement sont excellents pour ça. Il y a des mesures qui ont été faites où mécaniquement, tous ont ralenti quand il y a un alignement un petit peu serré en bord de route. Donc, si l'objectif est de ralentir la circulation, ben, ça marche très bien et ce n'est pas la peine d'aller couper ces arbres d'alignement.
Et au contraire, ils font partie de nos paysages, ils font partie de la beauté des paysages de France. Il suffit de quitter ici et puis on va trouver un peu partout des alignements qui remontent au XIXe siècle pour beaucoup d'entre eux. Ici, des platanes au bord du canal du Midi. Bon, un petit mot à leur propos. Vous savez qu'ils sont victimes d'une maladie terrible qui tue les arbres un à un. Et jusqu'à présent, on n'a pas d'autre solution. Alors j'hésite à le dire parce que dire qu'il faut couper les arbres et s'en débarrasser, ce n'est pas vraiment dans mes fonctions. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'autre chose que d'éliminer les arbres malades pour préserver les autres. Une belle tradition campagnarde aussi qui, elle, est purement normande dans le pays de Caux. Vous savez, le pays de Caux, c'est entre Rouen et Étretat, disons, pour situer. Il y a la tradition des clos masures. Alors, les clos masures, c'est le nom des propriétés. Et on voit ici des arbres qu'on a plantés sur des... alors, c'est un peu bizarre en Normandie. Ce sont des talus, mais les gens appellent ça des fossés. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais la bosse qui est en hauteur, les gens ils disent un fossé, les fossés cauchois du pays de Caux. Et dessus, c'est un travail de fou, hein, parce qu'il y a quelques personnes qui essayent de relancer cette tradition. C'est hallucinant le travail que ça demande. Donc, il faut planter les arbres un par un sur le talus, sur le fossé, entre guillemets. Là, ici, ce sont des hêtres, et les hêtres viennent avec leurs racines, naturellement, chevaucher le talus, le fixer, le stabiliser. Et à l'heure où les conditions météo font que, où on n'a pas d'eau, où on a trop d'eau d'un seul coup, à l'heure des grandes inondations, vous vous doutez bien que des éponges naturelles comme ça sont extraordinaires, avec les racines qui enveloppent. Parfois, on trouve aussi des gens qui disent « Mais comment ça se fait ? Quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas d'inondation comme ça. » Alors, il y a des changements climatiques, mais il y a aussi, vous vous en doutez, la disparition de ces structures de bocage, de haies, ou bien des fossés cauchois. En plus, c'est très beau. Hein. Moi, j'adore ce type de paysage. Avec l'association, on est en train de faire des démarches pour essayer d'en préserver un certain nombre. Si on les voit de haut, la propriété, le clos masure, forme un carré. Donc, vous avez des talus comme ça, les fossés cauchois, qui forment un carré avec les arbres. Esthétiquement, c'est magnifique. Bon, c'est pas mal aussi d'avoir ce plaisir d'admirer ceci. Évidemment, chercher l'arbre, j'allais dire. Les arbres ont eu des liens très forts, ou la religion a eu des liens très forts avec les arbres. Soit qu'on a eu affaire, alors en Normandie, en Bretagne, dans d'autres régions, à des arbres creux. En vieillissant, un arbre qui approche de 800 ans, de 1000 ans, il se creuse naturellement. On déblaye un peu la matière morte et on a une cavité, une sorte de grotte arbre. Et donc, possibilité de mettre, ou tentation de mettre une statue religieuse à l'intérieur, ou bien carrément sur le tronc. J'ose à peine vous dire que c'est encore une histoire d'une pauvre fille qui était poursuivie par les méchants révolutionnaires, mais c'est encore une histoire comme ça. Elle est morte à cet endroit-là. Et alors, ce que je vais vous faire remarquer, c'est l'état des niches en bois. C'est en parfait état. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 200 et quelques années plus tard, la tradition continue et des gens continuent à accrocher sur un arbre comme celui-là des niches plus ou moins porte-bonheur avec la Vierge, avec des ex-voto, etc. Ce que je vais vous montrer dans les moments qui viennent, c'est que ces traditions-là perdurent et continuent aujourd'hui. C'est en forêt de la Guerche, ce que vous avez vu, au sud de Rennes. Ça, c'est en Loire-Atlantique. Il y a un saint, je crois que c'est Saint-Joseph, si je ne dis pas de bêtises. Quelqu'un a profité d'un creux naturel dans l'arbre pour placer une statue.
mais ça rentre dans les catégories assez rares en France des arbres à clous. Vous ne saviez pas qu'il y avait des arbres à clous? Moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, ce que j'aime bien dans ces histoires-là, c'est qu'il y a des vieux clous rouillés, mais qu'il y a des clous tout neufs, ou des punaises, ou des trucs comme ça, tout récents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ce n'est pas du tout critique ce que je dis, hein, c'est juste de l'information, il y a des gens qui, pour porter bonheur, parce qu'il y a quelqu'un de malade dans la famille, ils viennent dans ce bois qui est assez perdu, avec un marteau, et encore aujourd'hui, plantent un clou. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de malades dans la région. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, non, je suis très prudent avec ça parce que, après tout, pourquoi pas, mais l'histoire est belle de cette tradition d'aller planter quelque chose dans le tronc de l'arbre. Alors, une idée amusante, intéressante, c'est mais ça abîme l'arbre. Ben oui, nous, quelqu'un qui me dit on va honorer le chêne de Venon là, que j'ai montré hier à 40 km d'ici, on va mettre une pancarte pour dire aux gens de ne pas s'approcher avec un gros clou. Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous dites non, mettez la pancarte à 10 mètres de l'arbre, mais là, ne clouez pas sur l'arbre. Vous savez bien que ça permet aux parasites de rentrer, d'abîmer l'écorce, etc. Pour un arbre comme celui-là, j'ai tendance à dire que c'est tout le contraire. Suspense. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il n'y avait pas les clous, l'arbre ne serait plus là depuis longtemps. Il aurait été coupé et son bois aurait été récupéré. Il aurait eu aucun intérêt. Là, il a un intérêt traditionnel et donc l'arbre est préservé, clou ou pas. Donc quand on regarde le tronc, il y a même, je me souvenais plus de ça. Il y a même des gens qui ont mis ils n'avaient rien sous la main, donc ils devaient avoir un décapsuleur, et ils ont mis des capsules. Ça a été photographié il y a 4-5 ans. Hein. Donc, il y a 200 ou 300 ans, il n'y avait pas de capsule comme ça. Une autre tradition, alors il se trouve que là, on est toujours en Normandie, sur une commune qui s'appelle Aizier, A-I-Z-I-E. C'est près de ce qu'on appelle le Marais Vernier, pas loin de Ponteau-de-Mer. Les arbres aux amoureux. Ça a été photographié, c'est pareil, il y a quelques petites années. Quelle est la tradition ici? En fait, c'est un endroit où il y a une chapelle dont la présence permettait de combattre des maladies comme la lèpre. Donc il y a un lieu sacré, disons, protecteur. Mais avec le temps, c'est devenu une légende qui protège aussi les couples. Et donc, aujourd'hui encore, il y a des jeunes couples, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, il y a des couples qui viennent et qui font un nœud sur les tiges souples de l'arbre. Alors, le noisetier s'y prête bien, j'ai vu, surtout les noisetiers ou les aubépines, mais surtout les noisetiers. Et ils entortillent ça et on appelle ça les arbres à nœuds. Vous saviez qu'il y avait ça dans notre pays? Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, à vrai dire. Alors, il y a les couples qui ne sont pas sur deux, ils font un double nœud. C'est pareil, pour prendre un peu, à la fois je vous fais du premier degré en vous expliquant que la tradition est belle et je ne sais pas quelle est son efficacité, mais la tradition est belle. Si on prend un peu au deuxième degré, excusez-moi de ce deuxième degré, c'est de regarder le taux de divorce dans la région, s'il est fonction de ce qu'on voit à cet endroit-là. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les arbres s'adaptent. Et quand il y a le nœud cicatrise petit à petit, je crois que Voilà. Une fois que le nœud a cicatrisé, ça donne... en fait, l'arbre, il s'en sort toujours. Il arrive à résoudre le problème.
Et puis bon, vous savez, ce sont des jeunes arbres avec des tiges souples. Si c'est sur celle-là qu'on fait un nœud, il y a d'autres qui vont permettre à l'arbre de vivre. Voilà un arbre à histoire ici. On est dans l'Eure-et-Loire. Sur la commune s'appelle Mossé. La petite histoire récente, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser aux arbres remarquables, celui-là, on l'appelait le chêne de la Loupe. C'est pas loin de Chartres, hein, le chêne de la Loupe. Et puis, l'arbre est devenu un petit argument touristique. Et il y a la commune d'à côté qui s'appelle Mossé, qui a regardé le cadastre, qui dit, comme le paysan hier dans le film, ceux qui l'ont vu, qui a fait... Non, dans le cadastre, à 10 mètres près, il est sur la commune de Mossé. Donc maintenant, on l'appelle le chêne de Mossé. Il appartient au conseil départemental qui a fait une protection avec des barrières, une chose qu'on conseille vivement, nous, parce que c'est un arbre qui a 800 ou 900 ans. Pour éviter le piétinement, il faut éviter que les gens s'approchent de l'arbre. Et donc, ça, c'est une bonne solution. On n'y fait plus attention à la barrière après, hein, tout simplement. Ça, c'est l'histoire actuelle. L'histoire ancienne, qui est une légende. Alors, est-ce que c'est vrai au départ? Est-ce que c'est une légende? Incapable de vous dire. Ça se passe au temps des croisades. Et donc, le seigneur du coin, qui s'appelait le seigneur de Montiraud, part aux croisades. Et il a une fiancée. Donc, non seulement il va faire les croisades pour christianiser. Vous savez, maintenant, on critique les gens qui font le djihad, mais ceux qui allaient faire les croisades, c'était pas tellement mieux, hein, je pense. Puisqu'ils voulaient absolument christianiser des peuples qui n'étaient pas chrétiens. Donc il part là-bas et j'ajoute la dimension sexiste. Il laisse sa fiancée et il dit « Faudrait que tu penses à moi tous les jours. Pour que tu penses à moi tous les jours, je plante un gland, un petit chêne. » Donc, au temps des croisades, vers 1200, il va avoir un petit chêne comme ça. La suite de l'histoire ou la légende, c'est que la belle en question vient tous les jours rendre hommage à son lointain fiancé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure au-dessus de l'arbre. Voilà, et l'arbre est toujours là. C'est la légende, ce sont des jolies histoires, qu'est-ce qui est vrai. Si on regarde la tradition, on voit ceci. Peut-être de loin, vous le voyez, maintenant, je vous ai parlé des arbres têtards. Probablement, il a été exploité en arbre têtard ici. Là. Vous voyez? Vraisemblablement. Mais aujourd'hui, il a 800 ans d'âge. Et malheureusement, la grosse branche à gauche a cassé il y a 2 ans. Le maire du village a décidé de conserver l'arbre et l'arbre est toujours là. Il a même laissé la grosse branche en témoignage du fait qu'un arbre vieillit et évolue comme ceci. Ça, c'est beau, ça. C'est dans le département de l'Allier, la montagne bourbonnaise, exactement. Et sur place, les gens appellent cet endroit l'allée des géants ou l'allée des hêtres tortueux. Alors, c'est le résultat d'un travail humain sur un fond naturel qui est un alignement de hêtres qui a été planté. Il faut imaginer le paysage il y a une centaine d'années, pas plus que ça. Une centaine d'années, il n'y avait pas de forêt autour. C'était des pâturages partout. Il y avait des vaches. Et pour aller dans les champs, les vaches suivaient des chemins. Le chemin, il est ici, là. Et les paysans plantaient le long des chemins des hêtres, des petits arbres, pas plus haut que ça, et ils entortillaient les branches. Ça revient un peu la mode avec les saules. Maintenant, on fait comme de la vannerie, si vous voulez, hein, avec des jeunes arbres. Donc, c'est ce qu'ils faisaient avec les arbres. Ils entortillaient les jeunes branches et ils faisaient un bord de chemin, un double bord de chemin comme ça,
pour le passage des vaches. De part et d'autre, c'était les pâturages. Et puis, les paysans, souvent, sont partis, ou bien ils ont planté, malheureusement, des arbres de rapport, comme on dit, des Douglas, comme c'est le cas, là, des horribles plantations très moches, où, point de vue biodiversité, c'est une catastrophe, mais ça rapporte un petit peu. Donc, il n'y a plus de champs, il n'y a plus de vaches, les chemins ne servent plus à rien, et les arbres en question, qu'on appelle des hêtres plessés. La tradition, c'est le plessage, P-L-E-2-S-A-G-E, c'est le fait d'entremêler les branches. Les hêtres plessés sont restés, ils ont grossi, sans que personne ne se préoccupe d'eux. Ils ont des grosses branches qui sont, vous voyez, qui sont parties vers le haut, parce qu'ils sont à l'abandon. Mais évidemment, nous, quand on a découvert ça, on est intervenu auprès de la commune en disant qu'il faut absolument préserver un endroit comme ça. 1, parce que c'est magnifique. 2, ça représente une tradition. 3, c'est des repères de biodiversité extraordinaires. Vous vous doutez bien le nombre d'oiseaux qui peuvent apprécier des endroits comme ça. Et donc là-dessus, on a gagné. Mais quand vous gagnez un truc comme ça, l'étape suivante, c'est « Ah oui, mais il faut sécuriser l'endroit parce qu'il y a du monde qui va venir, qui va se promener. Donc il faudrait couper ceci. » Donc ça a été un combat pour dire « Ne coupez pas tout, sécurisez tout juste ce qu'il faut. » Parce qu'évidemment, la grande crainte des élus, c'est qu'il y ait une branche qui tombe sur quelqu'un et qu'on leur fasse un procès, ça se fait aujourd'hui. Voilà, donc retenez ce nom du plessage. Le voilà sous un autre aspect. Ça a de la gueule quand même, c'est très très beau. Vous comprenez que quand on découvre ça, et ça ne fait pas très très longtemps qu'on l'a découvert, on se dit mais c'est un truc formidable. On a l'impression d'être en pleine nature, c'est la pleine nature, mais c'est le résultat d'un travail humain, un fort travail humain qui est aujourd'hui oublié. Le travail humain maintenant est de préserver des endroits comme ceux-là. Ceux qui ont vu le film hier soir, cet arbre est évoqué, c'est le tilleul aux épousailles. C'est dans le département de la Somme. Et vous voyez, on ne sait pas trop s'il y a 2 arbres qui se sont réunis ou si c'est un arbre qui est divisé en 2. Les 2 hypothèses peuvent être défendables. Comme c'est les arbres aux épousailles, moi j'aurais plutôt tendance à dire, mais c'est vraiment pour s'amuser, que ce sont 2 arbres séparés qui se sont réunis. Pourquoi pas. La tradition était que le jeune marié, les épousailles, prenne dans ses bras la mariée et passe dans le creux de l'arbre pendant au moins 2 ou 3 siècles, ça s'est passé comme ça. Le seul problème, c'est que l'arbre continue à grossir et l'espace entre les deux à se réduire. Donc ils ont un petit peu de mal à passer, à mon avis, ils doivent passer l'un derrière l'autre, mais vous vous doutez que maintenant, à coup sûr, toutes les photos de mariage de la commune Lucheux, ça s'appelle, de Lucheux, se font devant un arbre, devant le tilleul aux épousailles, qui a probablement 400 ou 500 ans. Le voici en grand. On est toujours en Picardie ici. Vous allez me dire où est l'arbre ? Ben, l'arbre n'est plus là. C'est ce qu'on appelle en Picardie les arbres le nom est facile, les arbres à loques. L-O-Q-U-E-S. Si vous regardez bien, il y a plein de vêtements d'enfants. J'y ai vu, moi, une poussette un jour, des jambes, des prothèses, des fausses mâchoires, toutes sortes d'objets médicaux. Volonté actuelle, ce n'est pas des vieux trucs, hein. Ce ne serait pas dans cet état-là, même si ça paraît à l'abandon, mais vous voyez, les chemises, au bout de quelques mois, elles ne seraient pas dans cet état-là. Donc, ce n'est pas vieux. Donc, les gens continuent à accrocher des vêtements pour contrer tel ou tel aspect des maladies, de visite à l'hôpital, de crainte de tomber malade ou pour aider quelqu'un qui est en difficulté. Ça continue encore aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, c'est que les arbres à loques dans cette commune qui s'appelle Sénarpont étaient des ormes. Or, les ormes, beaucoup d'entre vous le savent, sont presque tous morts à travers la France pour cause de maladies.
c'était pareil, les ormes sont morts à cet endroit-là, eh bien les gens ont ciblé des petits buissons à côté et continué à accrocher les loques, les vêtements sur les buissons à côté, à tel point que la municipalité de Sénarpon a décidé de replanter des arbres pour perpétuer la tradition, cette jolie tradition qui est censée préserver des maladies, notamment des maladies graves. Donc les arbres à loques. Tradition ancienne, mais qui se pratique toujours encore aujourd'hui. Ça, c'est juste pour le plaisir de... J'aime bien cette photo, voilà pourquoi je l'ai mise. C'est sur le causse du Quercy, où j'ai trouvé cette grange entourée d'arbres. Hier, j'ai montré, je ne sais pas si certains l'ont vu, un arbre qui dépassait au-dessus d'un pigeonnier. Je pense que parmi vous, certains d'entre vous l'ont vu. Le voilà de l'intérieur. Hein, pour ceux qui n'étaient pas là, vraisemblablement un pigeonnier qui est éventré, qui est ouvert, un geai, l'oiseau, qui a dû cacher un gland en plein milieu du sol, et l'arbre a poussé. Bon, il n'y a pas de tradition particulière à cet endroit-là. Ça, c'est le même que tout à l'heure. Des traditions plus classiques qu'on va trouver dans tout le sud-ouest de la France, c'est les places du marché, où les jardiniers vont relier entre eux avec... Alors, il y a des gens qui disent que c'est horrible de faire ça aux arbres. Je n'ai pas d'avis particulier. Le résultat est très spectaculaire, c'est tout ce que je peux dire. Ils relient les branches des platanes entre eux. Il y a un fil de fer qui passe. Vous savez, l'arbre, il enveloppe le fil de fer, et puis il vient manger la branche d'à côté, et les branches se soudent. Et à l'arrivée, vous avez une place du marché merveilleuse, où vous vous mettez en dessous, vous êtes à l'ombre, et on aurait pu imaginer ici une protection, surtout vers les Landes et le Béarn. Là, la commune s'appelle Labouère. J'ai parlé de ces arbres têtards extraordinaires hier, et j'en ai reparlé tout à l'heure, en vous signalant des arbres qui faisaient 10-12 mètres de circonférence. Voilà des exemples de ceux qu'on a trouvés récemment dans le département de la Marne, qui sont des colosses incroyables. C'est le résultat d'un travail humain. Ce n'est pas l'arbre spontanément qui va prendre cette forme-là. Regardez ces monuments. Ceux-là, on les a trouvés, découverts il y a 3 ans, parce que les propriétaires nous les ont signalés, tout simplement. Voilà, avec un peu de recul. Voilà typiquement un arbre grosse tête, hein, un arbre tétard, avec ses feuilles. Donc là, les propriétaires continuent à les entretenir. Alors, juste quand je suis allé les voir, les arbres étaient comme ça. Et les propriétaires me disent, il faut qu'on les entretienne maintenant, il faut qu'on leur fasse une petite coupe, qu'on les passe chez le coiffeur, quoi. Parce qu'en fait, il faut les couper pour qu'ils redeviennent comme ça les années suivantes. Et moi, je voulais emmener toute l'association 2 mois plus tard. Alors je leur ai dit, attendez 2 mois, s'il vous plaît, qu'on soit passé, qu'on les voit comme ça, et puis après, vous les entretiendrez, mais au moins que les gens les découvrent comme ceci. Une tradition du Nord-Pas-de-Calais qui est malheureusement en voie de perdition, elle est très très belle. Il y a quelques propriétaires qui ont continué la tradition, c'est de faire pousser des poiriers sur les murs des maisons. Là, chez ces propriétaires, monsieur et madame Delannoy, là on n'en voit qu'un, ils ont 2 poiriers comme ceci. Alors, le mur est passé à la chaux blanche, parce que ça va refléter au maximum la chaleur pour chauffer les fruits, pour que les fruits mûrissent bien. Et les arbres produisent de très belles poires. Et presque chaque maison traditionnelle dans le Pas-de-Calais, dans l'Artois, avait 1 ou 2 poiriers. Il en reste une dizaine peut-être en tout et pour tout, pour une raison très simple, c'est que c'est un gros entretien et ça coûte très cher. Donc, pour information, avec notre association,
on a une fondation, enfin, une fondation nous aide à aider. C'est-à-dire nous aide à aider, par exemple, les propriétaires là, on leur donne un peu d'argent pour l'entretien qu'ils font chaque année pour préserver ces endroits-là. Ou bien pour l'entretien de certains des arbres que vous avez vus, on a un petit peu, grâce à une fondation, un petit peu d'argent à donner pour que ces traditions soient préservées. Madame fait d'excellentes confitures avec ça. Et puis c'est délicieux parce que quand vous allez chez eux, et ça c'est vrai pour toujours, quand on remet le label Arbre remarquable de France, il y a toujours des bonnes choses à manger. Elle fait les petits pains du Nord là, qui sont un délice. Et puis, leur avançant, voilà un exemple. Là, la commune s'appelle la Haie de Routot. On est dans le département de l'Eure. Et vous voyez que l'arbre, au bout de plus de 1000 ans, c'est un if, est complètement creux. Et il y a une statue, c'est Notre-Dame de Lourdes, qui a été mise à l'intérieur et qui est honorée chaque année par une fête très, très spectaculaire. En fait, il y a 2 arbres l'un à côté de l'autre, comme ceci, qui dépassent largement les 1000 ans. Vous remarquez que l'arbre est bien vivant, vous voyez le feuillage derrière, et on vérifie bien ici que la sève circule dans la périphérie de l'arbre. Le cœur de l'arbre, que ce soit celui-là ou n'importe quel arbre, c'est du bois mort. C'est le bois qui intéresse d'ailleurs les charpentiers, les menuisiers, les producteurs de bois. C'est le bois de cœur, mais c'est du bois mort en réalité. Donc si l'arbre est privé de ce bois mort, s'il n'est pas trop haut, il arrive à vivre sans problème avec la sève qui circule à la périphérie. C'est le cas de ces ifs. Si vous voulez voir des ifs comme ceux-là, Bretagne Nord, Normandie, vous allez au cimetière paroissial, vous repérez l'église de loin, il y a le cimetière en bas, et presque forcément, il y a un if, pas forcément millénaire, mais un vieil if de plusieurs centaines d'années. On peut passer toute une vie sans en voir un seul. Quand on le sait et qu'on va par là-bas, on les voit quasiment à coup sûr. Je vous signale d'ailleurs que l'if est un arbre de mort et un arbre de vie. Arbre de mort, arbre des morts, puisqu'on les plante dans les cimetières, peut-être parce qu'ils peuvent vivre très longtemps ou parce qu'ils gardent leur feuillage, ça remonte peut-être à des histoires comme ça. C'était des lieux de culte païens, certains de ces arbres ayant 1500 ans, lieu de culte païen qui est christianisé a posteriori. Donc l'Église, je vais le dire autrement, on n'a pas planté l'arbre près de l'Église, on a construit l'Église près de l'arbre. D'accord ? 1500 ans, forcément. Hein, l'arbre est plus vieux que l'Église. Sachez, arbre de vie, je disais aussi par contre, puisque avec les écorces et le feuillage d'if, actuellement, on fait un produit anticancéreux très connu des médecins en médecine, très utilisé comme produit anticancéreux dans des traitements hyper sérieux et qui semble-t-il, marchent bien, qui bloquent les divisions cellulaires. On parlait des cancers hier. Donc l'if est vraiment un arbre très, très important, très, très précieux. Et dernière chose, il y a des ifs mâles et des ifs femelles. On reconnaît les ifs femelles parce qu'ils font des petites boules rouges qu'on appelle les arilles. Alors c'est tout le contraire de ce que la plupart des gens pensent. Ce qui est toxique, ce n'est pas le fruit rouge, c'est tout l'arbre, l'écorce, le feuillage, les branches. Tout est toxique dans l'if, sauf la baie rouge qu'on appelle l'arille. La preuve, c'est que j'en ai mangé des dizaines de fois et je suis toujours là pour dire que c'est maintenant le temps des questions. Merci à vous. Vous voyez les platanes de tout à l'heure, un peu plus tôt en saison. On voit mieux là. Oui. Merci Georges. Y a-t-il des questions dans la salle ou sur Internet ? Je vous ai coupé le souffle. Ben non, mais c'est je comprends en même temps qu'il n'y ait pas trop de questions parce que c'est des histoires qu'on découvre complètement.
globalement, c'est assez ignoré, toutes ces traditions. Donc je voulais vous montrer qu'elles sont pérennes quoi, et qu'elles continuent encore aujourd'hui. Eh bien, merci encore, Georges. Et puis, si, j'ai une question au fond. Ici, ce sont pendant qui va jusqu'à là-bas, ici sont les arbres de Sully, plantés à l'initiative du ministre d'Henri IV. Dans la région, vous en avez plusieurs. Sur le Vercors, c'est à la Chapelle en Vercors, si je ne dis pas de bêtises, qui a un tilleul de Sully, par exemple. À Saint-Martin en Vercors. Bonjour, je voulais juste apporter un petit témoignage, comme je suis belfortaine et qu'on a une citadelle de Vauban. Et en fait, il y a un alignement d'arbres qui a été fait à l'époque pour diriger les convois militaires en période hivernale. Comme il y avait beaucoup de neige, on ne voyait plus la route et les militaires se guidaient suivant ces allées d'arbres. Et donc il reste des spécimens, des petits morceaux de cette allée. Donc les alignements ont eu aussi cette utilité. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est pas tout à fait dans l'esprit de ce que vous dites, je crois. Ah oui, je n'ai pas eu le temps de parler des noms des arbres. On pourrait faire une conférence juste sur les noms des arbres. Le teil, c'est le tilleul. Hein. Bon, mais je n'ai pas le temps. Oui, si vous allez dans le Limousin, dans la Haute-Vienne, allez au mont Gargan. C'est un des sommets du Limousin, ça ne va pas très haut, ça monte à 1000 mètres. Et là, il y a un alignement extraordinaire de hêtres qui mène à un monument en haut. Hommage, le Vercors est une terre de résistance, on en parlait hier, et le Limousin également. Et en haut de cet alignement de hêtres magnifique, il y a un hommage aux combattants de la liberté, hein, aux résistants de la dernière guerre mondiale qui ont donné leur vie pour beaucoup d'entre eux contre le nazisme, on a contre les troupes nazies. Dernière question sur Internet. La technique des plessis date de quand ? Alors, la technique, c'est le plessage, mais ça a donné des noms de lieux, effectivement, comme le Plessis. Il y a beaucoup de communes, alors je sais pas, par ici, je n'en vois pas, mais dans d'autres régions de France, il y a beaucoup de le Plessis quelque chose. Et ça vient de là. À mon avis, ça remonte au-delà du Moyen-Âge. C'est plusieurs centaines d'années probablement. Et ça redémarre un petit peu, je vous dis, avec des jeunes horticulteurs qui font ça avec des saules, hein, et puis ils font des haies comme ceci. Ça fait des arceaux comme ça. Ça revient un peu à la mode. Alors on prend une dernière question dans la salle. Là, il y a une dame ici. Là. Oui. Il faut juste que je travaille. Là, Bonjour, déjà merci pour les magnifiques photos, c'était très intéressant. J'ai lu qu'il y avait des arbres qui avaient 4000, 5000 ans en Europe, et là on arrive à des arbres qui ont 1000, 1500 ans. ouais. Donc ceux qui sont plus vieux, ils se sont passés où ? En France, ceux qui sont encore là et qui ont 1500 à 2000 ans, c'est pas que les autres ont disparu. C'est des arbres qui sont là depuis 1500 ou 2000 ans, donc c'est vraiment les plus vieux arbres qu'on ait depuis très longtemps en France. Si on cherche le plus vieil arbre du monde, il serait en Europe, mais là, tout le groupe passerait à côté sans s'arrêter. C'est un épicéa en Suède qui est pas plus haut que de 2-3 mètres, tout maigre, pas attirant, on n'a pas envie de leur... Enfin, je vous dis, vous y feriez peut-être même pas attention. Et pourquoi ça ? Parce que plus les conditions sont difficiles, plus les arbres poussent lentement. Donc, comme ils vont pousser très lentement, ils peuvent vivre très très longtemps, comme cet épicéa auquel on donne un âge entre 8 et 9 000 ans. 8 et 9 000 ans. Par contre, si vous allez en forêt tropicale amazonienne, dans l'hypothèse et l'espoir qu'on la laisse un peu tranquille, cette forêt, c'est pas gagné, hein, loin de là malheureusement. Les arbres poussent tellement vite, dans des tellement bonnes conditions, de l'eau, de l'humidité, de la chaleur. En 200-300 ans, ils ont atteint des tailles colossales
et souvent ils s'effondrent. Ils tombent, ils font une ouverture, et de nouveaux arbres prennent le dessus et remplissent le vide, si vous voulez. Donc, mais à 300 ans, ils sont bien plus spectaculaires que cet épicéa de 8000 ans en Suède. Dans les forêts ou ici, quand vous montez en montagne, vous avez des arbres qui poussent sur les rochers, des pins à Rolle, par exemple, hein, ou pins Sambro, qui peuvent être très vieux, qui peuvent avoir 300, 400, 500 ans, mais ils ne sont pas plus hauts que ça. Il y en a qui en ont vu en randonnée. Ils sont tout tordus, tout tourmentés, parce qu'ils sont dans des conditions très difficiles. Donc ils poussent lentement, mais ça met très longtemps. Donc comme ils mettent très longtemps, ça peut donner des très vieux arbres, mais pas forcément spectaculaires. Moi, j'ai un faible pour ces arbres-là, tout tordus, tout tourmentés, qui poussent sur les rochers. Je les trouve très spectaculaires. On a une toute dernière question, rapidement. Oui, à propos du linge qui est accroché dans les arbres, en général, enfin il y en a d'autres dans le pays, dans les Hauts-de-France maintenant, donc on appelle ça des loques, mais on appelle ça aussi des berloufs. Des comment ? Des berloufs. Ah, je ne connaissais pas le mot. Oui. Et donc ces arbres sont consacrés à Notre-Dame des berloufs. Donc ma question c'était, dans la tradition chrétienne, pourquoi le culte de la Vierge est-il si souvent associé aux arbres ? Dans la tradition chrétienne, Jésus est mort sur la croix, on parle de l'arbre de la croix, donc c'est bien sur le bois de la croix, et c'est la Vierge qui pourtant est... Il y a la dimension de l'arbre, quand même, l'arbre de Judée, l'arbre de Judas, Judas, qui est très lié à la religion, c'est une des raisons. Et puis, sur le plan pratique, c'est que l'arbre, il ne bouge pas. Et donc, on peut comprendre que des traditions, voilà ce qui me vient à l'esprit, mais je n'ai pas la réponse automatique à votre problème, mais comme l'arbre ne bouge pas, c'est comme une grotte, si vous voulez. C'est idéal pour pérenniser une tradition. Je pense que ça tient beaucoup à ça. Après, les hommes en ont fait des traditions. Voilà, je vous disais, l'arbre de Judée, on dit que Judas aurait été pendu ou se serait pendu à un arbre de Judée. Donc, et puis l'arbre généalogique, l'arbre, comment on l'appelle, l'arbre religieux, je ne trouve plus le nom. Aidez-moi. Non, pas le nom d'un arbre, la représentation symbolique. Oui, ben voilà, je l'ai entendu. Là. Si vous pouvez le dire plus fort. L'arbre de Jessé, merci. L'arbre de Jessé, par exemple. Donc l'arbre est très présent dans la religion, mais je pense que c'est sa fixité et à la fois sa représentation de la descendance qui doit le rapprocher de la religion. Et puis quand ils sont creux, comme on a vu ici, bah, c'est tentant d'y mettre un objet religieux. Mais c'est parfois un saint. C'est pas forcément un Christ ou c'est pas forcément une Vierge. Ça peut être le saint local. Ça peut être Saint Joseph, ça peut être en Normandie, il y a un Saint Ursin comme ça qui a un vieil if. Il y a beaucoup d'exemples. Voilà, je vous félicite et vous remercie. Merci à vous. Eh bien, nous allons continuer la journée avec une conférence sur les chasseurs de zoo par Marc Olivier.